Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie-Rosalie Olive, journalière de 52 ans, trompant son mari de manière étonnamment perverse. Bon visionnage. Nous sommes en 1851 à Écramville, village du Calvados où réside la famille Olive. Baptiste François Olive, un ouvrier de 53 ans, est marié à Marie-Rosalie, une journalière d'1 an, sa cadette. Le couple a 2 enfants, notamment une fille de 20 ans vivant toujours avec eux, Marianne, journalière comme sa mère. La famille loge aussi ponctuellement son prétendant, un homme de 45 ans nommé Le Prunier, dont le père ne raffole pas. A fortiori lorsqu'il prend racine, bien conscient de lui offrir en l'hébergeant l'occasion de fricoter avec sa fille. Mais le prunier a promis de l'épouser, et madame Olive a plaidé en sa faveur. Il ravale donc son chapeau, espérant s'attirer un peu de considération. Depuis en effet un certain temps, il dort seul dans une pièce non chauffée, privé de sa femme rejoignant confortablement près de la cheminée les bras de Morphée. La journée, elle rejoint volontiers ceux de son amant, une infidélité dont son mari est certainement conscient aussi, mais l'identité du saligaud lui réserve une horrible surprise. L'amant est le prunier, dont sa femme a fomenté la relation avec leur fille afin de l'introduire dans le foyer. Et il n'épousera personne, il est déjà marié. Censé être veuf, il a en réalité abandonné sa femme et son enfant. Le fruit ne tombant jamais loin de l'arbre, la petite Olive s'est très bien acclimatée dans ce ménage à trois sordide avec sa mère. Mais l'intrigue ne dure pas. Baptiste François Olive démasque finalement le prunier et le chasse de chez lui, devenant alors le diable aux yeux de sa femme et sa fille. Le chef de famille est désormais traité comme un paria dans sa propre maison. Elle ne lui adresse même plus la parole, sauf pour le provoquer, se voyant comme des victimes de sa tyrannie. Et elle continue ouvertement de fréquenter le prunier chez lui. Sidéré par leur hystérie, Baptiste François Olive se confie à ses proches, mais de son frère à sa voisine Marie, personne ne sait comment l'aider. Le 15 juin, elles sont vues en public à Sainte-Honorine-des-Pertes avec le prunier, assumant pleinement leur trio contre nature. Alerté, Baptiste François Olive gifle aussitôt sa fille. Elle en tombe. Sa femme tente alors de l'étrangler. Repoussée, elle le menace. Va, vieux gueux! Nous ne sommes pas de force pour te foutre des coups, mais je t'empoisonnerai! À compter de ce jour, il ne fait plus aucun repas chez lui. Le 13 juillet au soir, si l'ambiance est à la bonne humeur en cette veille de fête nationale, Baptiste François Olive est au plus mal, s'enivrant chez son frère pour oublier. Il rentre chez lui vers 20 heures, sa fille lui cherche aussitôt querelle. Endormie, sa femme se réveille et en rajoute. Cette fois la coupe est pleine, il la met à la porte. Tu ferais bien de te chercher une place. Je ne veux pas que tu restes chez nous. Va-t'en avec le prunier. Mais elle compte bien rester. Profitant de son ivresse pour prendre le dessus, elle le pousse près de la cheminée. Elle se jette ensuite sur lui et l'étrangle, aidée de sa fille pour l'immobiliser. Ma pauvre fille, ne le lâche pas, pousse-le ferme. Il vaut mieux tuer le diable que le diable nous tue. Trop alcoolisé pour se libérer, il commence à défaillir. Marie-Rosalie Olive dit alors à sa fille de couvrir le nez et la bouche de son père avec ses mains. 4 ou 5 minutes plus tard, il meurt. Traîné ensuite dans sa chambre, il est placé sur le dos à 1 mètre environ du lit. Vers 22 heures, les 2 femmes alertent les voisins, leur déclamant un scénario simple. Il est tombé du lit et ne respire plus, mort d'ivresse. La fille Olive incrimine la buvette du coin.
Mon pauvre papa, étant allé à la cambe, a bu toute la journée. On lui a donné de l'eau-de-vie empoisonnée. C'est un homme qui est mort. Seulement voilà, personne n'y croit. S'il était tombé du lit, le lit serait défait. Il est en outre habillé, il porte même ses sabots. Marie-Rosalie Olive rectifie. Se préparant à aller dormir, il a chuté de la chaise à côté du lit sur laquelle il s'appuyait. Mais où est cette chaise? Une fois sur place, les gendarmes décident d'enquêter. Pour l'instant laissés en liberté, mère et fille ne se font guère d'illusions. L'étau est déjà en train de se resserrer. Le lendemain, Marie-Rosalie Olive enjoint sa fille de se noyer avec elle dans un abreuvoir. Mais pour une fois, sa fille lui résiste. Elle renonce. Sans doute voulait-elle la noyer et faire passer sa mort pour l'aveu tragique d'une parricide solitaire. Le procès s'ouvre le 11 août 1851. Baptiste François Olive était apprécié à Écramville. Laborieux, fiable et d'un caractère facile. Ses déboires familiaux en attristaient plus d'un. Son meurtre a bouleversé tout le village. Car c'est un meurtre, personne n'en doute. La salle du tribunal est donc pleine de villageois endeuillés. Si justice n'est pas rendue, l'émeute est à craindre. Les accusés n'en démordent pas. Baptiste François Olive est mort d'avoir trop bu. Le rapport d'autopsie est cependant formel. Il est mort étouffé, et les traces de lutte abondent sur son corps profondément griffé à de multiples endroits. Les témoignages abondent aussi, notamment de passants ayant entendu des cris et des invectives émanant de la maison des Olives le 13 juillet au soir. Face à l'évidence, Marie-Anne Olive est la première à céder. Elle avoue tout. La mère résiste encore un peu, mais lui emboîte finalement le pas. Marie-Rosalie Olive, redevenue Marie-Rosalie Jarre, est finalement condamnée à mort. Elle sera exécutée comme Georgette Thomas, vêtue d'une chemise blanche et d'un voile noir. Marie-Anne Olive est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Il est 1 heure du matin, les villageois sont soulagés, justice a été rendue.